498 matchs pour 118 buts marqués, dont 105 en championnat de France. Un titre de champion de France avec l'OM en 92, un titre de champion olympique en 1984, où il termine meilleur buteur du tournoi. Celui qu'on appelle Monsieur Xu est devenu plus tard le président de l'OM Star Club. Le Salon des légendes accueille aujourd'hui Daniel Zureb. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ravi de vous accueillir au Salon des légendes. C'est un plaisir pour moi aussi. Ouais. On y tenait avec Marjorie, ça faisait Oui, longtemps qu'on en parlait. Et du coup, pendant une heure, c'est Marjorie qui va vous poser les questions, qui va vous cuisiner et qui va essayer de retracer votre carrière en tous les cas. Merci beaucoup Daniel. Pas de problème. Daniel, merci beaucoup. C'est un honneur que tu sois là. En plus, tu es de Gardanne, donc on est content de recevoir chaque invité. Mais c'est vrai que quand c'est dans les parages, c'est tout autant gratifiant. Donc on va parler de toi. Et on va se permettre de te tutoyer, si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de souci. Super. Tu es né donc à Gardanne le 22 juin 1959. Et donc, tu vas un peu nous expliquer ton enfance, comment tu arrives au foot, comment tu arrives au club donc, de Gardanne, l'AS Gardanne. Voilà, c'est parti. C'est parti. Bon, c'est assez simple. Hein. Bon, j'avais un papa qui était éducateur, qui a été joueur à l'AS Gardanne et qui m'a mené toujours avec lui aux entraînements puisqu'il était éducateur. Je m'amusais à côté et puis après j'ai participé à des entraînements. Mais c'est mon père qui m'a vraiment amené assez loin dans ma carrière. Je lui dois beaucoup. D'accord. Et il me semble que tu commences tardivement le foot, non? C'est vers l'âge de 10 ans ou avant déjà? À l'époque, j'ai pas suivi. À 6-7 ans, j'étais toujours au milieu des entraînements de mon père, mais je pense que ma première licence, j'ai dû la prendre à 10 ans. Ouais. Voilà. Ce qui finalement est assez tard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il n'y avait pas une structure qui permettait, comme aujourd'hui, les gamins de venir au football à 6 ans. Non, moi j'ai dû venir à 10 ans, mais je passais mon temps dans les champs à jouer au ballon ou à la maison. Donc j'ai commencé assez tôt. T'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Ouais. La rue était mon terrain d'investigation. Ouais, comme beaucoup. Oui. Ensuite, tu rejoins Lyon. Donc pourquoi ce choix? Et vers quel âge tu es parti Alors, je suis parti à 16 ans. Mais mon cœur battait énormément pour Saint-Étienne. Voilà. Donc, et Saint-Étienne, j'ai fait 2 essais non concluants. L'OM aussi, il me semble, à ce moment-là. J'ai aussi participé à quelques entraînements à Saint-Menet à l'époque, pas loin d'ici, avec les Jules Zunca. Enfin, il y avait du gros monde, du beau monde. Et je venais qu'une fois par semaine pendant un mois, le mercredi après-midi. Et là non plus, ça n'a pas marché. Après, c'était mon père qui cherchait des clubs pour moi. Hein, et j'ai fait un essai à Nîmes aussi, non concluant. Et puis à Saint-Étienne, la deuxième fois où j'ai fait cet essai, il s'est passé le fait qu'on a fait un match en levée de rideau de Saint-Étienne-Eindhoven. Et je faisais donc ce match de préparation en levée de rideau. Et comme on était nombreux à faire des essais, je me suis retrouvé stopper. Ils m'ont mis stopper et je chargeais le fameux Laurent Rousset. D'accord. Qui a marqué 2 buts ce jour-là. Donc, donc cet essai a été non concluant pour moi. Mais dans les tribunes, rôdait un certain monsieur Capaldini, qui était à l'époque l'entraîneur de la 3e division de Lyon. Et il a remarqué chez moi quelques qualités plutôt offensives. Et dans la foulée, quand je suis rentré chez moi après ce stage à Saint-Étienne, je reçois un courrier, mon père reçoit un courrier, et me dit, il y a Lyon qui voudrait que tu viennes une semaine à Pâques faire un essai. Et sincèrement, j'en avais marre parce que tous ces essais non concluants m'avaient un peu coupé les jambes. Du coup, je vais là-bas. Je vais à Lyon et je fais cet essai et je me retrouve
pris, on était une quarantaine, puis je fais partie des 3 joueurs ou 4 qui ont été retenus pour intégrer le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Voilà comme ça s'est passé. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras, en fait. Il ne faut Il ne jamais faut se jamais décourager. désespérer, parce que on peut passer à travers un stage, C'est vrai, mais Retenu rien n'est dans plein de acquis et clubs. tout est toujours remis en cause. Ouais. Et c'est vrai que je dois beaucoup à mon père parce que c'est lui qui a été l'instigateur, c'est lui Qui te qui m'a poussait. poussé, c'est lui qui... Je lui dois beaucoup. Comme quoi, l'entourage est très important. Ah oui, Vraiment. complètement. Tu restes 5 ans à Lyon. Ouais. Et tu pars pour le RC Lens. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Qu'est-ce ton qui s'est- choix? Content parce que j'ai amélioré mon salaire qui à l'époque était très faible. Voilà, ça c'est vrai. On va parler de sous, dans des proportions différentes Oui, d'aujourd'hui, bien sûr. Mais à l'époque, à Lyon, j'ai connu de superbes années, puisque j'ai connu ma femme, bien entendu, Pascal. Je me suis marié et donc tout s'est bien passé, puisque j'ai connu aussi ma première sélection en équipe de France par l'intermédiaire du sélectionneur Michel Hidalgo, auquel on a rendu un hommage très récemment. Et donc, voilà, ma carrière a démarré à Lyon, avec Aimé Jacquet comme entraîneur, bien entendu, et M. Capaldini, à qui je dois beaucoup aussi, qui était l'entraîneur de la 3e division. J'ai fait mon premier match à Lyon à 17 ans. D'accord. Ça aussi, c'est très important. Ah, c'est jeune, c'est beau. J'ai eu de la chance de jouer avec des joueurs de niveau international, comme Serge Chiesa et Bernard Lacombe. Je formais l'attaque avec eux. Et mon premier but, d'ailleurs, je l'ai marqué contre Michel Platini à Nancy. On avait perdu 2-1, et puis j'avais marqué le but. Voilà. Grand souvenir. Donc, c'est des grands souvenirs, tout ça. Et j'ai adoré Lyon, et j'adore encore toujours Lyon, même s'il ne fait pas très beau. Mais c'est un club qui t'a lancé. Qui m'a lancé, et je suis toujours le premier à regarder les résultats de Lyon. J'adore Lyon, j'adore son président. Et voilà. Donc après, je suis parti à Lens, comme vous le dites. J'ai été vendu à l'époque 800 000 francs. 800, ouais, c'était ça. 80 millions de centimes. Hein, une belle maison. Voilà. Et là aussi, à Lens, on a commencé une nouvelle vie avec mon épouse et Julie qui venait de naître. Donc ça a été une grande aventure parce que c'est vrai que de passer de Lyon à Lens, ça faisait autant footballistiquement c'était intéressant, mais un choc thermique quoi. Un choc thermique énorme et une nouvelle mode de vie vraiment. Ça nous a changé beaucoup nos habitudes. Et l'entraîneur à l'époque à Lens, c'est Gérard Rouillet. Alors, au début, c'est bien sûr, à Lens, j'ai connu pas mal d'entraîneurs. J'ai eu Séraphin. Je crois qu'au début, c'était Séraphin. Après, il y a eu Gérard Rouillet. Après, j'ai eu Joachim Martz. Voilà, j'ai eu plusieurs entraîneurs. Et ça reste un superbe souvenir parce que c'est un club familial où il fait bon vivre. Des supporters exceptionnels aussi. Avec un directeur sportif, Romain Arguirudis, qui travaillait bien et qui a fait de ce club quand même... on était européen pratiquement chaque saison. On a dû être sur 5 ans, on a été européen 3 ans, avec des petits moyens, un club familial, mais avec des superbes joueurs comme Philippe Vercruis, Didier Sénac, François Brisson. On avait une superbe équipe, Philippe Piette, et j'en passe. Mais on se régalait parce qu'on avait tous le même âge. Une bonne ambiance, une bonne mentalité. Ouais, super ambiance. Des chapeaux à M. Capaldini quand même, parce que il est venu te détecter alors que tu jouais stopper et il a vu tes qualités offensives à ce moment-là. Je reviens sur cette anecdote qui est quand même assez incroyable. Et oui. Mais mon rêve, moi, c'était j'étais milieu excentré, disons, à l'époque. Mais pour jouer ce lever de rideau, on m'a dit,
est-ce que tu peux jouer stopper? Bon, moi, je voulais jouer n'importe où, même au c'est goal. On essentiel, m'a dit, hein. je voulais jouer goal. pareil, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas marqué des points. J'ai pas marqué des points, mais heureusement. Mais comme lui, vous il a eu dites, l'œil. Bravo. il a eu l'œil, mais il avait l'œil. Il a eu l'œil avec beaucoup d'autres joueurs, comme Karim Maroc. Il a fait venir pas mal de joueurs qui ont fait de jolies carrières derrière. On remercie Farouille pour son 6e mois consécutif d'abonnement et Pierrick 13 qui a lâché son prime pour le 3e mois. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est important. Il y a toujours quelqu'un qui va remarquer quelque chose. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui fait les plus belles histoires. Et Garonner, d'ailleurs, compétente. Garonner, parce que quelques années plus tard, quand il a vu que j'ai réussi, il m'a toujours dit tu es ma seule déception. Je t'ai pas vu. Et voilà. J'ai dit tant pis. Et j'ai dit j'aurais aimé venir à Saint-Étienne parce que c'était mon club de cœur. Parce qu'à Gardanne, bien entendu, on avait les frères Révelli. Et forcément. Tu as grandi avec ce Saint-Étienne. Voilà, j'ai grandi avec Saint-Étienne, pas avec l'OM. Ouais, bizarrement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais tant mieux pour nous, parce qu'on t'a eu. On t'a récupéré après. Voilà, on en parlera après. Tu resteras 5 ans également à Lens. Oui. Et ensuite, tu quittes le Nord pour Paris. Voilà. Paris Saint-Germain. Voilà. C'est Gérard Roulier qui nous avait entraînés pendant 3 ans au Racing Club de Lens, qui m'a appelé et qui voulait que je le suive. Mais ça faisait un petit peu peur Paris Saint-Germain parce que c'était déjà à l'époque une grosse cylindrée avec des moyens assez énormes. Mais je ne suis pas venu à la meilleure période. Parce que la même année, ils sortaient du titre. En 86, ils étaient champions de France. Et ils ont fait venir beaucoup de joueurs internationaux. Il y avait Rocheteau, il y avait Ali Lodzik, qui avait encore... enfin, on s'est retrouvé avec une très très grosse équipe. Et Gérard Roulier a eu du mal à faire partir à la mayonnaise. Et bien sûr, on a fait une saison très décevante. Et on a fini... fin du championnat, donc Gérard Roulier a eu des problèmes, après il s'est fait virer, bien sûr, comme tous les entraîneurs, mais ça a été vraiment les premiers temps un tâtonnement et puis des mauvais choix qui n'ont pas mis une très bonne ambiance au sein du club. Malheureusement, il y a eu du ménage. Monsieur Yvick, par la suite, est arrivé. Entre-temps, moi, j'ai eu une grave blessure au genou. En 87, je me pète les croisés au Havre et 9 mois d'indisponibilité, donc une saison de perdu. Et je ressurgis au mois de mars ou avril pour faire les 5 derniers matchs qui nous permettent au Paris Saint-Germain de se sauver et de ne pas aller en deuxième division. On était 19e à 6 journées de la fin et on se sauve in extremis. Et j'ai la chance de refaire surface à ce moment-là et de marquer 5 buts. Pas à chaque match, un but par match, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et on se sauve. On finit, je sais pas, 15e ou 14e, mais sur les... Donc, M. Borrelli, le président de l'époque, vire beaucoup de joueurs et repart avec une équipe anodine, vraiment, avec ceux qui voulaient bien rester, ceux qui étaient encore sous contrat, ceux qui n'avaient pas une grosse valeur marchande. Et on repart et arrive M. Yvick comme entraîneur avec la saison qu'on fait en finissant second derrière l'Olympique de Marseille. Gros challenge. Un gros challenge, avec une équipe vraiment remodelée et sans vedette. Jusqu'au bout, on tient tête à Marseille, on fait une saison superbe. Et là, je marque 17 buts. Je me suis régalé. Franchement, avec cet entraîneur, une ambiance formidable, bien sûr, quand tu gagnes. Mais une petite déception aussi quand on perd à Marseille. Le match du titre, puisqu'on perd 2-1, et le fameux but de Sauzé de 30 mètres sur coup franc. Voilà. Mais ça reste un superbe souvenir. Voilà. C'est bien. Et tu resteras 3 ans. 3 ans. Pour ensuite t'envoler vers Montpellier. Voilà.
Montpellier. Le club avec lequel tu vas remporter une Coupe de France en Oui. 1990. Ouais. Donc sacré titre quand Ouais. même. Ouais. Bah, là aussi Une c'est équipe incroyable, sur le papier. une superbe équipe. J'ai eu cette chance toute ma carrière de jouer avec des joueurs quand même de grand talent. Et franchement, ça a été un plaisir de les côtoyer. À Lens, bon, Laurent Blanc, Julio César, Valderrama, Le fameux duo. Patrice Garande et le duo Paille-Cantona qui malheureusement a fait que Aimé Jacquet a dû se soustraire à faire des choix à la volonté draconiens. du présidentiel, on va dire. Alors, Mais il y a une anecdote incroyable là-dessus, parce qu'en fait, c'est même pas Louis Nicolin qui reconstitue le duo. Je crois que c'est Bernard Tapie. Ouais, mais Tapie, il était malin. Tapie, bon, on le sait, il voulait se séparer d'Éric Cantona. Et il ne savait pas comment faire, parce qu'il avait un bon contrat, tout ça. Donc il a appelé Louis Nicolin et lui a dit « Putain, je te donne Cantona, et toi tu fais venir Paille et vous reconstituez le duo De des l'équipe champions espoir. d'Europe Ouais, champion d'Europe. Espoir ». Et bien sûr, Louis Prend l'idée. il a validé, et puis il a fait venir, alors que j'avais signé auparavant avec... normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Il devait y avoir Pérez qui devait venir à Montpellier, et on reformait le duo qu'on avait à Paris Saint-Germain. Et donc, Aimé Jacquet a subi, parce qu'il m'a appelé de suite pour me dire qu'il y était pour rien dans cette histoire. Paille Cantona, ce n'était pas de son ressort. Mais bon, on a fait une saison de merde. C'est vrai. On a fait une saison de merde. Malgré l'équipe incroyable sur le papier. Avec Vincent Guérin, il fallait voir l'équipe qu'on avait sur le papier. Der Zakarian, Pascal Baïs. Franchement, on avait une équipe à finir dans les 3 premiers. Ah, totalement. Mais la mayonnaise, elle n'a pas pris. Il y a eu des conflits. Bon, l'entraîneur, Aimé Jacquet s'est fait virer au mois de janvier. C'est Michel Mézy qui reprend la main. C'est Michel Mézy qui reprend. Comme souvent à Montpellier. Comme souvent à Montpellier. Donc il reprend la main, Michel, et puis avec une nouvelle méthode. Et puis il a su, lui, faire prendre cette mayonnaise. Et puis ça nous permet de gagner cette Coupe de France, sur laquelle on a misé, puisque le pari de Louis Nicolin, c'était de devenir européen à la fin de la saison. On l'a été par le biais de la Coupe de France. Mais non sans mal. Une belle épopée, mais non sans mal, oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, à la fin de la saison, tout le monde s'est séparé parce que bon, il a eu chaud, et puis c'était un véritable investissement pour le club. C'était un gros investissement pour le club. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces aides qu'il y a aujourd'hui, mais il s'était endetté, et souvent c'était de sa poche, Louis. Oui. Donc, une année, oui, mais pas deux. Donc, ensuite, un nouvel entraîneur est arrivé, Henri Kasperzak. On a fait une saison honnête, je dirais, derrière, avec la Coupe d'Europe, bien sûr, où on fait match nul au Manchester United. On fait match nul là-bas et on perd 3-0 chez nous. Donc on est éliminé, mais on avait fait un bon parcours. On s'est régalé. Et 1991, enfin, tu arrives dans la cité phocéenne, à l'Olympique de Marseille, et tu deviens champion de France en 1992. Et ouais, un an après. J'avais 33 ans, je disais c'est cette année ou jamais. Voilà. Bon, je voulais me rapprocher. Bon, j'avais commencé la descente, Montpellier. Puis bon, quand Bernard Tapie et Bernès m'ont contacté, j'ai dit pourquoi pas. Alors je savais très bien que pourquoi je venais, c'était pour supplier à Jean-Pierre Papin qui ne pouvait pas assumer tous les matchs avec la Coupe d'Europe et tout le Bataclan. Il voulait que je fasse partie de cet effectif. Et là aussi, je me suis régalé. J'ai passé une année tu m'étonnes. Avec des joueurs extraordinaires, dans une ambiance extraordinaire, proche de ma famille, de mes amis. C'était
vraiment. Une forme d'aboutissement. Ah quoi. ouais, voilà, une forme d'aboutissement extraordinaire. Une année de folie. Champion Une de année France, de quand folie, même. malheureusement. Bon, ben, il y a ce match à Prague, là, qu'on se fait éliminer, alors qu'au match aller, on doit marquer 5 buts. Jean-Pierre, je crois qu'il manquait un pénalty ou 2, chose qui ne lui était pas arrivée depuis. Et un peu comme l'équipe de France, on prend un peu le match à la légère et on se fait taper là-bas d'un but d'écart et on est éliminé. C'est souvent la psychologie. Ça m'est tapé dans une colère énorme. Et après, l'année qui a suivi, il y a eu beaucoup de bouleversements, bien entendu. Mais ça reste pour moi un de mes meilleurs souvenirs parce que j'ai eu la chance de fréquenter des joueurs de niveau mondial, top mondial. Hein. Les Waddle, les Papin, les Abedi Pelé, les Didier Deschamps, les Sauzet, les Durand, les Moser, les Casoni, les Dimeco, les Amoros. On ne pouvait pas faire mieux. Hein. C'est la plus belle période. Ah ben, ça fait partie de cette plus belle épopée. Hein. Je pense que c'est l'équipe la plus belle dans laquelle j'ai joué. Et mais c'était des bons mecs. Voilà. Pas le teston, rien, facile à vivre. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. Il y a eu des bonnes ambiances. Bon, j'ai connu là aussi 3 entraîneurs en une année, avec Jeannot Fernandez, Yvick et Goethals, qui se sont partagés l'émission. Mais sinon, c'était... Il y avait la Grinta à cette période, quand tu vois aujourd'hui, la période que tu as connue, c'est le jour et la nuit. Quand les équipes venaient à Marseille... on avait gagné le match dans le couloir. Dans le couloir, on avait gagné le match. Voilà, c'est vrai que même quand on n'était pas bien, il y avait toujours, il se passait toujours quelque chose. Il y a des éclairs de génie de partout. Hein. Voilà, le danger venait de partout. Mais de partout, quand je dis de partout, c'était de partout. Hein. Surveiller Papin, bon, il y avait Waddell, et quand tu surveillais Waddell, il y avait Papin, quand il n'y avait pas Papin, il y avait Abedi Pelé, Mais des fois, il venait même de derrière le danger. Parce que il y avait Basile, il y avait. Il faut voir, il faut voir. Non, mais des équipes comme ça, aujourd'hui, pour la mettre en place dans un club. Il faut quelques millions d'euros, centaines de millions d'euros. Je sais pas, mais. Tout est budgétaire aujourd'hui. Ah oui, maintenant, le président qui peut monter une équipe comme ça. C'est un peu Paris Saint-Germain. Voilà, cette équipe-là dont tu parles, c'est l'équivalent du PSG aujourd'hui. Voilà, je pense. Ouais. Et encore qu'à l'époque, on avait le droit, je crois, qu'à 3 étrangers dans l'équipe. Il y avait la limite. Il y avait... Larry Bosman est arrivé en 95, libre circulation. Ouais. Bon. Les possibilités n'étaient pas les mêmes, mais on avait les meilleurs joueurs du championnat de France et c'était une équipe incroyable. Oui, parce que à l'époque, il y a très peu de grands joueurs qui ont connu l'étranger. À part Platini, il y a eu un peu Didier Six, mais les Tigana, les Giresse, les Bernard Lacombe, tous ces grands joueurs... ils n'ont pas eu d'expérience à l'étranger. Non, avant 95... c'est Platini qui ouvre un petit peu la voie, on va dire, à la Juventus. Oui, mais voilà. Ouais, c'est tout, c'est à peu près tout. Mais bon, les Tigana, les Giresse, tout ça, ils auraient mérité, mais bon, non. On est restés tous... au bercail, comme on dit. On va revenir sur ton épisode marseillais. D'abord, on va remercier évidemment le SAT, spécialiste en crypto-monnaie, notre partenaire qui nous accompagne sur le Salon des légendes. Merci beaucoup. Et il y a une anecdote aussi. Tu as eu l'occasion, lors d'une interview, de parler de Raymond Goethals à l'époque, où tu disais que le véritable entraîneur, c'était plus ou moins Bernard Tapie, que Goethals, c'était plus là pour, on va dire, animer les conférences de presse. C'était les mots que tu as employés, je crois. Écoutez, et c'était un petit peu ça l'idée. Je ne veux pas créer une polémique. Raymond Goethals a fait une brillante carrière d'entraîneur, mais l'année que j'ai passée à Marseille, il est évident que j'apprenais ma titularisation par Bernard Tapie, jamais par Raymond Goethals. Il m'appelait la veille, Daniel, prépare-toi, tu vas jouer. Alors que l'entraîneur, c'était Raymond et j'étais pas préparé du tout. Donc, voilà, c'est un secret pour personne. Polichinelle. Polichinelle. Voilà, surtout sa dernière année.
j'imagine que les saisons précédentes, il avait la main sur l'équipe. Mais l'année, en tout cas, 92, je pense que Bernard Tapie et Bernès, peut-être, Était plus dans l'opérationnel. étaient plus dans l'opérationnel. Voilà. Après ce titre, tu décides de finir ta carrière à Toulon. Ah oui, oh, putain. Ça c'est. Ah, j'avais oublié. J'ai pas été. Là, c'est un mauvais choix. Voilà, je tu vas nous regrette. raconter. C'est mon seul regret de ma carrière. Tout ça pour des questions familiales. Je voulais plus reprendre mon baluchon, faire subir à ma famille encore un déplacement, alors que j'avais la possibilité d'aller avec Roland Courbis à Bordeaux pour faire une dernière saison. Et j'ai. Bon, là, le fait d'aller à Toulon, je ne déménageais pas, je restais à Aubagne, j'étais tranquille, j'étais bien, ma famille aussi, l'école, tout ça. J'ai privilégié le cadre de vie, mais ça a été un mauvais choix parce que, alors qu'on avait une belle équipe aussi, avec Luigi Alfano. Ouais, Luigi Alfano, Berenguer, Borelli dans les buts, décédé. Luc, Mais on avait une belle équipe de très bons joueurs. Patrice Hérault. D'ailleurs, quand les ennuis ont commencé, on était au milieu du championnat, dans le ventre creux, on était à notre place. Après, bon, j'en ai voulu beaucoup à la DNCG, qui a permis à cette équipe, alors qu'elle était passée devant la DNCG, de pouvoir faire ce championnat alors que... Elle n'en avait pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens. 3 mois après, on n'était plus payé. Alors je pense à tous ces jeunes du centre de formation, c'était une catastrophe. Il était très performant en plus à l'époque, le centre de formation du Sporting. Bien sûr, il sortait des jeunes. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, un peu à l'instar de ce qui s'est passé à Cannes un peu plus tard. C'était le président, M. De Courson, qui s'est pris pour ce qu'il n'était pas et qui a mal géré cette équipe. Avec beaucoup de déceptions, on a fini quand même. On a fini le championnat. On a fait le job. Gracieusement, on savait qu'on n'était plus payé. À partir du mois d'octobre, on n'était plus payé. Mais on a fini la saison jusqu'au bout. Bon, il y a eu cette descente aux enfers, bien sûr, dépôt de bilan et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai arrêté là-dessus. Ouais, j'ai arrêté dégoûté. Franchement, dégoûté, alors que je sortais d'une année fantastique avec Marseille où j'avais marqué quelques buts et puis je m'étais régalé. Champion, tu aspires à une autre fin. Mais c'est de ma faute. J'assume complètement ce choix, alors que ma femme, elle me dit « Va à Bordeaux ». À Bordeaux, c'est bien, on va se régaler. Elle te conseillait quand même dans cette direction. Sur ce coup-là, oui, mais je n'ai pas écouté, j'aurais dû. Ouais. Voilà. Mais dans ton parcours footballistique, il y a une date aussi qui est très très importante, qu'on va évoquer, 1984. Ah oui. Jeux olympiques. Ah oui. Donc, tu es champion olympique avec une équipe de dingue. Tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer. Ah ben oui. Et puis, tu termines meilleur buteur quand même avec un doublé face à l'Égypte. Voilà. Ce qui est quand même incroyable en quart de finale. Ouais, mais l'aventure, elle commence bien avant les Jeux. Elle commence en 82. On fait une tournée en Chine avec Henri Michel, bien entendu, Henri-Émile, Michel Hidalgo. Tout le monde était derrière cette équipe. C'était une création, c'était un peu l'équipe de France B. Parce que, bon, ils s'étaient aperçus que... on était trop vieux pour jouer un espoir, pas assez bon pour jouer en équipe de France A. Il fallait permettre au football français d'avoir une expérience internationale à ces joueurs qui ont tous été par la suite au port de l'équipe de France, qui ont joué après en équipe de France. Et donc, on vit cette aventure, on part en Chine, on fait une tournée en Chine. Puis après, il y a les qualifications pour les Jeux Olympiques, qui ont été certainement plus difficiles que pendant les Jeux. Tournoi. Parce qu'on se retrouve dans la poule de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique, et on finit premier. Et on se qualifie. Non sans mal, avec des matchs couperés, vraiment difficiles. Et là aussi, je marque beaucoup de buts, donc j'étais l'avant-centre de l'équipe et Henri Michel me faisait une entière confiance. Et on a
on a sympathisé avec beaucoup de joueurs qui étaient dans des bons clubs, mais qui... Il n'y avait pas de vedette, quoi. Pibard, Janol, Lemou. Pibard, Janol, Ribard, Bijota, Brisson. Garant, Brisson, Lacombe, C'est Guy Ruste dans les Lacombe, cages, je crois, non? Albert. Ouais, Albert Ruste. Il y a eu William Ayache, il y a eu enfin, beaucoup de très bons joueurs qui, par la suite, Jean-Claude Lemou, qui, par la suite, On fait une belle brillé, carrière. on fait tous des superbes carrières. Même si on ne s'est pas imposé après en équipe de France A, mais il y a pas mal de joueurs à 10-12 sélections, donc on était bien. Mais on était barré, c'est vrai aussi, par une super génération, ouais. de Incroyable folie, aussi. qui est championne d'Europe 84. Donc, et nous, derrière, bon, le retentissement, il a été moindre, puisque comme ils ont été champions en 84, nous, on l'a été un mois plus tard. Et ça a créé un engouement quand même. Ah oui, Parce bah que oui. la France, c'est vraiment à partir de cette période que l'équipe de France a commencé à gagner. Bon, ensuite, il y a eu le... Oui, parce qu'il y a eu le traumatisme de 82 juste avant. Et bien C'est-à-dire, sûr. l'élimination contre l'Allemagne Contre qui l'Allemagne, était ouais. difficile à avaler. Et en fait, en 84, ça permet à comprendre que la France peut enfin gagner des Voilà. compétitions internationales. Bien quoi. sûr, bien sûr. Mais on, on raflait tout, et puis on était craints, surtout, de partout. Et on déployait un football champagne. Non, c'est régalé. Et puis Henri Michel a su mobiliser un peu tout le monde. Et puis, pour lui, ça a été un tremplin, puisque derrière Michel Hidalgo, c'est lui qui a pris ensuite la sélection A. Et bien entendu, il a pioché dans cette équipe de France olympique. Et je l'en remercie parce qu'il nous a donné cette possibilité de vivre deux aventures extraordinaires, que ce soit les Jeux olympiques à Los Angeles et derrière au Mexique la Coupe du Monde. En Voilà. 86. tout à Ça fait. restera pour moi mes deux... Ah oui. C'est extraordinaire. Ah oui, mais mes deux périodes vraiment fantastiques. Marquante, sachant qu'en plus la finale du championnat olympique, elle se déroule devant 100 000 personnes. Ouais, Qu'est-ce que ça fait? Bon, tu marques encore beaucoup de buts à cette ça fait finale. ça fait moins de bruit que 40 000 au stade Vélodrome quand même. Ah. Il faut relativiser. C'est important de le, Ouais, de Parce qu'il y a le peut-être souligner. moins de Bah, il supporterisme découvrait- aussi. Je pense que voilà, c'était familial à l'époque. Quand on arrive à Pasadena, avant le match, il est, je sais pas moi, je me rappelle plus de l'heure du match, mais on arrive, on voit plein de camping-cars sur tous les parkings. Ils venaient en camping-car avec leur famille voir le match. Et puis après, la tribune s'est peuplée. Et plus de 100 000, il y avait 108 la ou folie. 109 000. Et on avait fait la demi-finale aussi 102 000. Ah ouais, mais c'est un public, c'est pas un public de connaisseurs, Un public de spectateurs. de quoi. spectateurs. Mais ça fait rien. Ils appréciaient les beaux gestes techniques. Et les buts que tu as mis en finale? Ben, certainement, puisqu'il y a eu d'abord le but de François Brisson. Il est plus joli que le mien. C'est le but de François Brisson de la tête avec une super détente et une belle lucarne. Puis moi, un but à Mbappé, je prends de vitesse tout le monde. Un ballon relâché Les par plus le beaux buts. gardien Non, c'est des et buts magnifiques. sur une frappe de Bijota. Je les ai revus Contre le il y a- Brésil il y a de Dunga. pas longtemps. Hein? Contre le Brésil, hein, la Contre finale. le Brésil, Mm. avec le futur entraîneur, je ne me rappelle plus son nom. Dunga Dunga, qui après a entraîné le Brésil. Ils avaient une superbe équipe avec des beaux joueurs. Mais on a subi un peu au début et puis on a pris confiance et puis on était un peu dans l'euphorie. On vivait dans ce village olympique en toute tranquillité. Ouais, c'était à la bonne franquette, hein, visiblement. Ah. Vous racontiez que vous dormiez sur des paillasses par terre à même le sol. Ah ouais, pratiquement. ouais. C'était On avait... c'était loin des hôtels 5 étoiles. Ah non, pas de C'était hôpital. camping. C'était camping. Ouais. On avait investi une université et on était dans des petits immeubles de 4 étages. Et on était 4 ou 5 par appartement. On avait mis les matelas par terre. Et puis on vivait dans le village. On côtoyait Incroyable.
Aujourd'hui, C'est ce le serait village Tu mangeais à impossible. côté de Carl Lewis, de Moses. Ça, c'est incroyable. Ça, C'est des c'est- souvenirs Ah ouais, mais C'est les c'est pour ça vacances. que quand j'entends aujourd'hui les clubs français, bon, pour certaines raisons valables, hein, qui ne mettent pas à disposition de l'équipe de France olympique leurs joueurs, je plains les joueurs parce qu'ils passent à côté de quelque chose de expérience fantastique. ouais. Voilà. Et c'est dommage pour eux de ne pas pouvoir disputer ces jeux parce qu'il restera toujours quelque chose de fort. Et puis une médaille d'or olympique, c'est pas donné à tout le monde. Ah non plus. ben non, hein. Bon, surtout qu'on n'était pas conditionné pour. Hein. Nous, on voulait participer, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais bon, on l'a pas volé. On a mérité notre victoire, même si ça a été dur contre la Yougoslavie. Il y avait des joueurs talentueux. Parce que quand je regarde l'équipe yougoslave de l'époque, tous après on joue en Italie ou en équipe nationale. Donc non, c'était un tremplin pour beaucoup d'équipes. Et quand je vois aujourd'hui les Mbappé, tous ces joueurs qui veulent à tout prix faire les Jeux Olympiques, ça veut dire quelque chose. Voilà. Laissez-les faire, ouais, tout à fait. Laissez-les faire. Surtout maintenant, on est éliminé des championnats d'Europe. Alors, c'est pas grave. C'est clair. Tu te reconvertis ensuite en entraîneur. Oui, oui. Digne, Pertuis, Ouais. Aix. Ouais, quelques petites expériences. Donc tu te mets dans le domaine pédagogique cette fois. Voilà. Plus compétiteur. Voilà. Bon, Enfin, ben, si pour ton équipe. Mais... J'ai eu envie de. Bon, j'ai passé mes diplômes. Juste après avoir fini ma carrière, j'ai passé mon DEF. Puis je voulais voir si j'avais la niaque pour aller plus loin. Bon, j'ai eu de bonnes périodes avec Pertuis. Je me suis fait la main. Bon, j'avais la chance. Le football amateur, avec toutes ses vertus, j'ai eu beaucoup de plaisir à entraîner Pertuis surtout. Et même à Digne, on a eu de bons moments aussi. Ça s'est gâté après à Aix-en-Provence pour d'autres raisons. Mais j'avais plus envie de prendre mon baluchon et retrimballer ma famille à droite à gauche. Donc j'ai choisi la solution de la facilité et pour rester dans ma région natale. Et je remercie encore le maire de Pertuis de l'époque, Monsieur Borel, et aussi Claude Carbeau, Jean-Michel Sylvie, Salvatore Soggiu, toutes ces personnes qui ont fait que j'ai pu faire ma reconversion à 10 km de chez moi. Voilà. Et j'ai passé 24 ans au service des sports dans la mairie de Pertuis. Et ils m'ont ouvert les portes et je me suis régalé. Voilà. J'ai pris du plaisir à côté de chez moi. Ma famille s'est bien posée. Et on sent que c'est une région à laquelle tu es très attaché. Quoi. Ah, Enfin, oui. c'est tes racines et c'est parce que ça te poursuit même lors de toute ta carrière d'entraîneur. Quelque part, il y a cette relation. Tu disais le choix de Toulon notamment. Tu es très attaché à la région. Ouais, moi je suis très attaché à la Provence. Voilà, j'ai mes habitudes. Et j'adore cette région. On a la mer, on a la montagne. On a cette chance d'avoir ce temps. Quand je vois tout ce qui se passe dans le nord, au sud-est, à Valence, au-dessus de Valence. non, c'est vrai que j'adore cette région et je ne me vois pas aller vivre ailleurs. Et ma femme aussi a pris le virus. On est tous bien chez nous. Il n'y a que ma fille qui avait la foudre d'escampette, qui a fait plusieurs destinations. Elle est allée à Bali, elle est allée un peu de partout. Et là, elle est en Corse. Bon, c'est un bon choix aussi. C'est pas mal aussi, oui. C'est un bon choix aussi, on connaît. Hein. Mais franchement, je ne pourrais plus partir de cette région. Je suis attaché. Et quelque part, c'est ce qui a aussi un peu ralenti ton développement en tant qu'entraîneur. Voilà. C'est-à-dire cette volonté de ne pas revoyager. Ouais, j'aurais aimé travailler à un moment donné pour Marseille parce que j'ai travaillé un petit peu pour Marseille par l'intermédiaire de Jean-Philippe Durand qui m'a missionné pour aller voir. D'ailleurs, j'avais vécu un tournoi au Portugal où il y avait les meilleurs moins de 17 ans d'Europe.
un tournoi. Je me Rassemblés au même endroit. Voilà, rassemblés vers Lisbonne. Sensationnel. Je me suis régalé. J'avais listé un petit peu des joueurs. J'avais fait un compte rendu à Jean-Philippe. Et j'avais cité un joueur d'ailleurs qui est devenu international que Marseille n'a pas pu prendre. Mais ça m'aurait passionné. Ça m'aurait passionné avec comme point d'ancrage rester à Aix-en-Provence et le week-end partir à droite, à gauche, voir des matchs. Observer, recruter. Ça doit être passionnant en tant qu'ancien joueur pro. J'ai l'œil pour ça. Souvent, j'ai prédit des choses qui se sont avérées. Donc, je pense avoir l'œil. Voilà. Après, ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Puis j'ai pris une autre direction et je ne regrette pas. Mais en 1997, tu es quand même ancré dans l'Olympique de Marseille puisque tu es président de l'OM Star Club. Oui. Vous faites des matchs pour les associations caritatives. On a vécu quand même une décennie extraordinaire. Il y a eu c'est Jean-Philippe Durand qui a créé l'OM Star Club. Quand il a arrêté sa carrière de foot, il a pris un poste au sein du club. Et le club, à l'époque, lui a donné 30% de son temps. Il le passait à faire vivre cette équipe de l'OM Star Club pour promouvoir l'Olympique de Marseille à travers l'Europe. Chose qu'il a très bien faite pendant des années parce que on est allé à l'étranger, on est allé en Afrique, on est allé en Espagne, un peu partout. Et donc Jean-Philippe, à un moment donné, il en a eu marre, il a dit « Daniel, je te passe la main ». Et je l'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années. Alors nous, quand même, oui. 10 ans. Oui, 10 ans quand même. Et on a fait des beaux voyages. On est allé à La Réunion, on est allé à l'île Maurice. On a joué de partout, dans les 4 coins de France. On vivait comme une équipe professionnelle. On faisait une quinzaine de matchs par an, qu'on monnayait un petit peu. Et tous les joueurs venaient gracieusement, attention. Mais on se faisait une petite cagnotte. Et cette cagnotte, on l'utilisait en fin de saison. On faisait un petit voyage en invitant les femmes. Avec la famille. On est allé 2-3 fois en Turquie, on est allé en Tunisie, au Maroc. J'ai fait Agadir, la Turquie. On est allé, où est-ce qu'on est allé encore? On a fait tellement de voyages. L'île Maurice, 2 fois la Réunion. C'est pas des petits voyages. Non, c'est pas des petits voyages. Et puis c'est une expérience fabuleuse avec des anciens. Les anciens, ils adhéraient. Il faut voir à la Réunion l'équipe qu'on avait avec. Jean-Pierre, Papin, les Waddle, on arrivait à faire des superbes et puis une ambiance incroyable sur l'île. On partait à 40. Avec les femmes, on était une quarantaine. Et on a fait ça tant qu'on a pu jouer à un niveau acceptable. Et maintenant, depuis 2-3 ans, plus personne ne peut jouer. L'autre, il a le genou en l'air. L'autre, c'est la cheville. Donc, quand les clubs nous appellent pour faire une inauguration ou un truc, il nous dit ouais, on aimerait avoir un tel. Ah, lui il peut pas jouer, lui il peut plus jouer, lui il est cuit. Alors là je passe la main cette année là normalement. Ça devrait être Jean-Marc Ferreri qui prend la relève, mais bon, la nouvelle génération elle adhère pas comme nous on a adhéré à cette équipe d'anciens. Voilà, c'est ce il y a une âme, il y a quelque chose que tu peux pas reproduire. Ça s'explique pas. Voilà, ça s'explique pas. Et puis bon, on s'est heurté. Les dernières années, ça devenait difficile parce que pour faire venir des joueurs de renom, c'était compliqué. C'était compliqué. Après, ça s'appelait aussi l'OM Star Club. Et c'est vrai que à partir d'une certaine période, les stars se sont raréfiées quand même dans le club. On va parler comme oui, mais après, bon, c'était aussi tous ces joueurs qui ont eu cette chance et cet honneur de porter les couleurs de Marseille. Il n'y a pas que des stars à Marseille. Non, c'est sûr. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont gardé cet esprit familial. Puis d'autres qui sont devenus intouchables de par leur profession aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient du pay-per-view, donc automatiquement ils n'étaient pas disponibles le jour des matchs. Donc ça nous a contraints à revoir un peu nos méthodes. Et bien entendu, moi j'étais en première ligne. Quand un club m'appelait et me disait on aimerait avoir un tel, je vais tout faire pour l'avoir et qu'au dernier moment on ne pouvait pas l'avoir. C'est sûr, ouais, ça... Je passais un peu pour... Donc ça m'a un peu refroidi. Et donc, bon là, je ne sais pas ce que fera mon collègue Jean-Marc Ferreri, mais
Mais bon, c'est lui qui devrait prendre la présidence de l'OM Star Club. Qui reprend le flambeau. Il prend le relais. Voilà. Alors Daniel, Oui. concernant ton parcours footballistique pro, Oui, on a fait le tour. oui. Concernant tes reconversions, donc entraîneur, recruteur, président OM Star Club, tu l'es encore. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, explique-nous un peu ce que Ma tu as au vie fond de ton cœur concernant tous ces souvenirs. Est-ce que ça te manque? Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus dur lorsque ça s'est arrêté? Parle-nous de tes derniers moments Ouais. en tant que footballeur D'accord. pro. Pas forcément Toulon, mais même la période d'avant, quand tu savais que ça allait être vraiment, certainement à la fin. Ce qui a été pénible pour moi, c'est de m'arrêter de pratiquer. Voilà, ça pour moi c'est le plus dur. J'ai joué au ballon jusqu'à 55 ans, 56 ans, 57 ans. Quand j'ai arrêté, il y a eu comme une cassure. Une cassure, je ne peux plus taper le ballon sans être embêté. Voilà, ça a été le pire pour moi, ça a été ça. Après, je me régale. J'ai la chance d'avoir pris la retraite il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est la chance, parce que derrière, il y a eu le Covid Ouais. et on n'a pas encore profité pleinement. Mais je pratique le golf, je vais à la chasse, je vais à la pêche. Ma foi, on a une région qui s'y prête. Et donc, voilà, je me suis fait des amis, que ce soit au golf ou que ce soit... je retrouve mes amis d'enfance que j'avais délaissés pendant 40 ans. Donc, on se voit régulièrement. Mes filles, elles vont bien. J'ai des petits-enfants formidables. J'ai une femme qui me supporte encore quelques années, j'espère. C'est parti pour. Voilà, j'ai une vie agréable, quoi. J'ai la chance d'avoir ma maman encore de ce monde. C'est très important, ça. On s'en occupe, je la vois, elle est à proximité puisqu'elle vit toujours à Gardanne. J'ai une sœur aussi. Donc voilà, je me régale avec mes petits-enfants, je prends le plaisir. Voilà, j'ai un beau jardin que j'entretiens. Voilà, c'est des petits plaisirs, mais je veux champignons. J'ai fait 20 kilos de cèpes là il y a une semaine. Voilà, tu aurais pu nous en apporter? Eh ouais, mais ils sont congelés. Donc voilà, c'est des petits plaisirs maintenant et je regarde, bien sûr. Je suis un entraîneur comme 60 millions de Français. Je suis les matchs, je suis l'actualité. Les matchs, on a 2 télés avec mon épouse parce qu'elle me reproche que je regarde trop le ballon, bien entendu. Et j'arrive pas à me passer du football. Hein. C'est une passion, c'est l'histoire de ta vie, hein, en l'histoire parallèle de avec ma ta vie. famille, ta femme. Si je suis à l'abri aujourd'hui de beaucoup de choses, c'est grâce au football. Donc, si j'ai une belle maison, c'est grâce au football. Donc, voilà, je suis reconnaissant envers ce métier que j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années. Et je m'en lasse pas. Eh ben c'est bien parce que tu as su combler donc le manque peut-être sur les terrains avec toutes ces belles petites passions dont tu parles. Ouais. Tu rebondis en fait. C'est très bien. Tu te laisses pas aller. Je me laisse pas aller. L'équipe de France vient de se faire sortir par les Suisses. Ouais. Tu as connu toi aussi une période avec l'équipe de France qui était en difficulté sous l'ordre de Henri Michel. Est-ce que tu penses qu'à un moment, la solution, c'est pas de changer le sélectionneur? Je veux dire, sincèrement, j'ai discuté avec beaucoup de mes collègues golfeurs ou autres. J'aurais cru que mon ami Didier Deschamps démissionne. Après cet échec, parce que pour moi c'est un échec, il n'est pas à 100% responsable, hein, attention. Ce match contre la Suisse, il a mal négocié au début, certainement, par une composition d'équipe pas adaptée. Et puis j'étais surpris qu'il change complètement, lui qui est conservateur, qui change la tactique avec 3 défenseurs. Enfin bref. Mais malgré tout, il a su rebondir en deuxième mi-temps. Et il a mis l'équipe qu'il fallait avec Koeman, tout ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu. On l'a vu. On a pu égaliser. On menait 3-1. Ce que je reproche, le seul reproche que je fais à cette équipe, c'est que des garçons d'expérience dans cette équipe, les Pogba et compagnie, les Loris, tout ça, auraient dû dire à 3-1, on ferme le rideau. On ferme le rideau. Ça ne te rappelle pas un épisode
82. Oui, Ben, bien sûr. c'est exactement Ben, ça, c'est le scénario. C'est le problème des Français. On veut jouer, on est joueur. Et on reprochait à Didier, justement, de fermer la boutique souvent. Mais Didier, il aurait dû se lever du banc et leur dire on ferme. Chose qu'il a dû faire, mais qui n'a pas été respectée par les joueurs. C'est pour ça que j'en veux un peu aux anciens de cette équipe de France qui n'ont pas su, à 3-1, dire voilà, on n'est plus là pour jouer, pour proposer du jeu, on est là pour. On ferme le rideau, on s'en sort bien, on doit perdre 2-0 si Loris n'arrête pas le pénalty. Et ça, je l'ai en travers de la gorge. Et j'arrive pas. Je vis ça, je le vis mal. Non, je crois qu'on est Je vis mal C'est comme frustrant. tous les Français, c'est frustrant alors qu'on a une superbe équipe. Mais c'est ça qui est incohérent. Et ouais, c'est Qu'on ne les incohérent, reconnaissait mais pas sur le terrain. c'est ce qui fait le charme du football aussi. Oui, aussi, Oui. voilà. C'est Voilà. plein Les de Suisses ont surprises. fait un très beau match. Hein. Oui, ils ont fait un beau Solide, match, hein. mais ils sont pas de notre niveau. Tout Voilà. à fait, mais sur ce match, ils méritaient. Ah, ils en voulaient plus. De toute façon, on a dû manquer de quelque chose. Hein. Je pense que derrière, j'ai vu un match extraordinaire à l'Allemagne contre l'Angleterre, avec cet engagement physique qu'on n'a pas vu chez les Français. On n'a pas vu, c'est peut-être pas dans leur tempérament, mais On les a pas sentis solidaires. on les a pas sentis solides comme Il y a plein de l'ont choses qui allaient été en pas. 2018. Les contrôles, ils perdaient les ballons, ou même Benzema, il a mis 2 buts, mais bon, souvent, je trouve que sur certaines actions, il n'était Ouais. pas assez bien placé, il n'était pas assez devant, Bien il a sûr. loupé des ballons. C'est incompréhensible à ce niveau-là. Et Le problème vient de notre défense qu'on a souvent vu à son avantage et que là, on a souffert. Ouais, On a souffert. Alors c'est vrai, il y avait des blessés, c'est vrai, mais merde. Putain. moins sereine que. C'est du gâchis. Non, que lors de la c'est Coupe du du gâchis. Ouais, C'est du gâchis. on a privé les Français là d'une Ouais. finale avant l'heure. Mm. Voilà. c'est dommage. Ouais. Surtout pour Benzema qui vient d'arriver en équipe de France. Ben, Mais lui, bon, pour lui, on ne peut pas dire qu'il a raté son entrée, hein. Son entrée, hein. Mais il a fait, il a provoqué, il était présent, il s'est racheté de des matchs précédents. toutes les conneries qu'il a pu faire avant aussi. Il a été accepté par les Français. Après, bon, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu un peu plus Coman d'entrée. Voilà, quand tu as la chance d'avoir des joueurs de ce niveau, Dembélé, Koeman, à un moment donné, joue à 4 offensifs, joue à 4 offensifs. Surtout sur ces matchs-là. Et puis après, tu verrouilles quand bien tu as sûr. fait la différence. Mais On ne parlera pas d'Mbappé sur ce plateau, c'est un autre problème. Mbappé, C'est un autre problème. On esquive, sinon on va finir trop tard. Toi qui as été entraîneur, t'as jamais pensé à entraîner à l'OM? Chez les jeunes ou oui, ça m'aurait plu. même chez les pros? Ça m'aurait plu, j'aurais pas déménagé. Non, j'aurais aimé avoir une fonction au sein du club. Ouais. Ça s'est Comme pas je vous l'ai présenté? dit tout à l'heure. Scoutisme, Je l'ai un peu fait par l'intermédiaire de Jean-Philippe Durand quand il tenait les rênes un petit peu au niveau Donc en recrutement. Mais bon, on n'est pas allé plus loin parce que bon, ils avaient des personnes en place. Ils estimaient qu'ils faisaient bien leur travail certainement. Mais à le faire, j'aurais aimé le faire à Marseille. Voilà. C'est pas trop ailleurs. tard, hein. Pas ailleurs. Non. Ah non, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que tu penses de l'OM actuel aujourd'hui? Du l'OM, projet Je suis comme tous les supporters, on attend d'avoir une équipe de rêve, mais bon, je crois que c'est pas pour tout de suite. Tu crois que c'est budgétaire uniquement? Bah oui. On peut pas rivaliser avec Paris, avec Lyon, avec Monaco. Ils ont des budgets 2 fois plus importants que toi pour les plus petits, 5 fois plus importants pour Paris. On est obligé de se satisfaire de ce qu'on a. Mais on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux, comme Lille a fait mieux, par le biais d'un recrutement un peu plus judicieux. On a perdu beaucoup d'argent en quelques années, on a fait des erreurs. Alors j'espère que la nouvelle direction, c'est ça, Marseille depuis 10 ans vit d'espoir. Donc on espère chaque année. C'est ça, chaque année on espère. D'amour et d'eau Chaque- fraîche et d'espoir. Chaque année, on pense qu'on va avoir une équipe qui va tenir son rang et bon, et pourquoi pas cette année. Avec Longoria, c'est
peut-être possible, hein, parce qu'on voit Eh, que jour et nuit, il y travaille des quand idées. même. Hein. Il a, Voilà. je pense que c'est pas, Sans c'est chercher pas de un mauvais star. gars. Voilà. Je pense qu'il est capable, quand il était Il a l'œil. directeur sportif, il a fait venir Milik, Lirola, tout ça. Il est allé les chercher ceux-là. Ouais, ils sont crédibles Donc, en plus sur le terrain. Ils sont crédibles, il faudrait les garder déjà. Non, mais moi j'ai confiance en cette personne. Voilà. Et on peut faire avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup mieux, je pense. C'est dommage. Toi, te concernant, donc tes projets dans le foot, c'est fini. C'est ça. Ah oui. On a bien compris. Hein. Voilà. Stop. J'ai des projets dans le golf, dans la chasse, dans la pêche. Le jardinage. Dans le jardinage, voilà. Ça Et le occupe foot, beaucoup c'est mon bon. temps. Les voyages, on va essayer d'aller De un profiter. peu profiter. Oui, on va profiter. Maintenant, on a eu notre temps. Hein. Aujourd'hui, on veut profiter de la famille, des petits-enfants, leur Retour à donner du l'essentiel. temps, voilà, retour aux bases. C'est bien. On va te poser des petites questions courtes. Donc réponses courtes, Ah oui. sauf si tu veux Vas-y. épiloguer. C'est parti, tu es Allez. prêt? Oui. Alors, ton trait de caractère? Je dirais agréable. C'est ce qu'on voit. On C'est confirme. ce qu'on constate. Ton principal défaut? J'aime pas perdre. C'est ce qui t'a mené jusqu'ici. Crédible. Ton joueur préféré? Messi. D'accord. Qui est pour toi le joueur le plus fêtard que tu aies pu côtoyer? Ah, le plus fêtard. Alors là, j'en ai connu quelques-uns. Olmet. Non, purée, oui. On confirme aussi. Ton super pote dans le foot? C'est vrai que je me suis fait beaucoup d'amis dans le football, mais celui avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts, c'est Bruno. Voilà, Bruno Germain. Pourtant, on n'a pas beaucoup joué, on n'a pas joué ensemble. Hein, mais bon, j'ai connu son fils quand il avait 3 ans. On est partis en vacances ensemble. Enfin, bref. J'aime bien Michel Derzakarian, Patrice Garande, François Brisson, mais c'est des Casoni, tout ça. Mais on ne se voit plus parce que chacun vit sa vie. Bien sûr. Et on Et est loin. très rapidement, Casoni, je crois qu'à l'époque, il avait quand même son importance dans le dispositif à l'OM. Ah oui. C'était celui qui organisait un peu la tactique, on va dire l'aspect tactique sur le terrain. Oui, complètement. C'est lui qui a pris en main, quand ils ont gagné à Milan, contre Milan, c'est lui qui a pris en main la défense et un peu le système de jeu. Une belle anecdote. Ouais. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Ah, Yvick, c'est celui qui m'a enchanté parce que bon, je sortais d'une grave blessure. Il m'a fait confiance parce qu'il n'avait pas le choix. J'étais son avant-centre et puis bon, j'ai marqué 17 buts cette année-là sans tirer un pénalty. J'ai jamais tiré un pénalty de ma vie. Si, je vous dis une bêtise. Un seul, j'en ai tiré. Gabriel Calderon m'avait laissé tirer un pénalty pour que j'en marque un 18e. Cette année-là à Paris, je l'ai raté. Voilà. Mais j'ai tiré un C'est pénalty. pour ça que tu l'as oublié. Voilà. L'entraîneur avec qui ça s'est le moins bien passé? Un mauvais souvenir, une déception? Non, franchement, je peux pas salir un entraîneur plus qu'un autre. Non. J'ai eu de bons entraîneurs dans l'ensemble. Bon, il y en a avec qui j'ai eu un peu plus de réussite que d'autres. Mais Ils t'ont plus fait confiance? ouais, la confiance, mais même quand j'ai été remplaçant, c'était pas immérité non plus. Mais il y a les entraîneurs qui m'ont enchanté, c'est Gérard Houllier, parce que c'était novateur dans l'approche des matchs, dans beaucoup de choses sur le plan physique. Et puis Yvick, au niveau des résultats, c'est quelqu'un qui... Pragmatique. Ouais, Très pragmatique, voilà, qui connaissait tout, qui avait un grand vécu. Et je me suis régalé avec eux. Le don que tu aimerais avoir? Le don que j'aimerais avoir... Aujourd'hui, le don que j'aimerais avoir, c'est d'être très très bon au golf. J'aurais cru que tu allais dire d'avoir des articulations qui puissent me permettre de continuer à jouer au Non, golf. mais ça c'est... Non, voilà. Ton héros de fiction préféré? Héros de fiction préféré... Héros de fiction... Superman. Ouais, très bien. Ton héros dans la vraie vie? J'en ai plusieurs. C'est ma famille. Voilà, Ah, voilà, c'est ma famille. bravo. Tes passions, on les connaît? Voilà, je vous les ai cités.
Et ta devise, ce sera la dernière question. Je dirais, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup pour Merci à vous. cette heure d'émission, on s'est régalé avec toi. Et Moi aussi. merci pour ton authenticité et puis Voilà. tout ce que tu as pu nous livrer, d'avoir Ok. joué le jeu. Merci beaucoup, on remercie évidemment Marjorie pour ces questions. Merci beaucoup. Merci. Et le SAT, notre partenaire qui nous accompagne sur l'émission. Comme vous le savez, on remercie également tous les viewers qui ont assisté à l'émission en direct. Vous pouvez évidemment retrouver le replay sur le Phocéen. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Salon des légendes. Merci beaucoup. Merci. Merci Marjorie.